OK, donc dans le récapitulatif, on va faire quelques exemples justement de situations réelles qu'on va modéliser finalement. À propos de si on se demande, bon, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Parmi tous les facteurs qu'on a vus des fois, on l'a vu, on a déjà une bonne idée lesquels font les plus grosses différences, mais on va prendre des cas réels, des situations réelles qu'on va mettre justement en chiffres, qu'on va calculer la différence selon la situation, selon les chiffres qu'on a. Donc, une situation qu'on a, bon, souvent une question des fois que plusieurs personnes peuvent se poser, est-ce que je suis mieux de prioriser des roues légères ou des roues à haut profil plus aérodynamiques? Parce que souvent, ça, c'est un peu, faut jouer entre les deux. C'est-à-dire que oui, une roue à construction similaire, plus profilée, va avoir plus de matière, donc plus lourde. Donc, c'est jusque où que un devient problématique par rapport à l'autre. Donc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la roue devient, oui, très profilée, mais trop lourde, ou à un moment donné, elle devient justement très légère, mais pas assez profilée? À quel niveau, justement, qu'on va trouver la balance et lequel qui va être mieux de prioriser? Donc, on va prendre une situation très spécifique, justement. On va comparer deux roues à laquelle j'ai été capable d'avoir les données de résistance aérodynamique et les poids. Donc, on a à gauche une roue légère, justement, de la compagnie FlowCycling, qui a à peu près 30 mm de profil. Et à droite, une roue à 90 mm de profil qui pèse 400 grammes de plus. J'ai même en fait exagéré la différence de poids, elle n'est pas aussi lourde que ça, mais j'ai même exagéré la différence de poids. Techniquement, ça va donner un avantage à l'aspect poids, mais on va voir si c'est encore le cas. Donc, on a pris justement la modélisation en fonction d'une personne, justement un ensemble poids de la masse du cycliste et du vélo de 80 kg, et on a fait la modélisation à partir de ça. Donc, là, ce que j'ai voulu regarder finalement, on le sait, l'aérodynamisme va faire une plus grosse différence à plus basse vitesse, à plus haute vitesse, et la légèreté va faire une plus haute différence dans des pentes à plus haut pourcentage. Donc, avec ces données-là, finalement, je suis capable de calculer, selon une puissance spécifique, à partir de quel niveau de pente que les deux s'égalisent. C'est-à-dire que, disons, en bas, sur le plat, on s'entend tout le monde, oui, la roue aérodynamique va toujours être plus performante. Mais disons, à partir de quel niveau de pente, justement, que là, la pente devient assez, plus de pente que ça, et la roue légère devient plus performante, et moins de pente que ça, la roue aérodynamique devient plus performante. Donc, là, on a fait le scénario selon quatre différentes puissances générées. Donc, à 150 watts. Si une personne génère 150 watts de façon constante tout le long, tout le long, tout le long, il vallonne selon les différentes pentes. À partir de quel degré de pente que là, la roue légère, qui est 400 grammes plus léger, deviendrait plus performante dès qu'il va un petit peu plus en pente que ça. Donc, le point d'équilibre se situe à 2,6%. Donc, si on génère 150 watts, 2,6% de pente. Les deux, dans le fond, s'équivalent en termes de performance. Dès qu'on augmenterait donc à 2,7 et plus, là, la roue légère deviendrait plus performante que la roue aérodynamique. Et moins de 2%, c'est-à-dire tout ce qui est sur le plat et les descentes, là, la roue aéro devient plus performante. Si on augmente la puissance, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, le point de bascule va augmenter. C'est-à-dire que plus qu'on est un cycliste puissant, plus que la roue aérodynamique va devenir plus performante dans une plus grande plage dans le fond, de degrés de pente. Parce qu'à 250 watts, on monte ça à 3,9%. Donc, tout ce qui est en bas de 3,9%, donc une grimpe de 2%, même si la roue pèse 400 grammes de plus, est quand même plus rapide, est quand même plus efficace dans ce cas-là spécifique, qu'une roue légère. C'est à partir de 3,9, donc à partir de comme 4%, la roue légère devient avec un avantage, devient plus performante que la roue aérodynamique à cause de son poids. Si on augmente encore là à 350 watts, là, c'est à partir de 5% que là, la roue aérodynamique devient justement moins performante, plus que 5%, la roue légère devient et est un avantage au niveau de la performance. 350 watts, et là j'ai mis 450 watts aussi. 450 watts, là on monte ça à
5,9%. Bon, si on regarde 350, 450 watts, c'est pas nécessairement des puissances que dans une junction qu'on est capable de maintenir tout au long de la randonnée. Mais je mets quand même ces calculs-là. Pourquoi? Parce que souvent, justement, c'est que si on est sur le plat, on va voir ça de façon régulière. Quelqu'un va être sur le plat, va plus avoir une puissance plus stable, disons justement 150-200 watts, mais va arriver dans une grimpe de 5%. Et là, justement, une grimpe plus courte va donner plus de puissance, peut donner un 350 watts, justement, pendant juste cet espace de temps-là. Donc, finalement, dans un cas comme ça, bien, définitivement, la roue aérodynamique devient plus avantageuse dans toutes les situations, finalement. Donc, c'est là de voir, on fait deux roues qui ont des différences de poids assez significatives, donc 400 grammes. Finalement, on le voit dans sa globalité, les roues aérodynamiques sont à peu près toujours plus performantes. Seule chose qui pourrait faire une différence, c'est justement si on est dans une situation très spécifique, c'est-à-dire, mettons que, où ce que là, le niveau d'importance est seulement accordé à une situation spécifique comme une grimpe. Si vous, votre but, c'est de dire, ah, moi, tout ce que je veux, c'est pas avoir la vitesse globale la plus élevée ou la meilleure optimisation globale. Je veux pouvoir gagner le KOM sur Strava, sur cette grimpe-là, qui est à 10%. Là, oui, OK, c'est correct, la roue aérodynamique va donner plus performante dans cette situation-là. Mais le moindrement qu'on a une sortie finalement plus globale, que ça monte, que ça descend, qu'il y a des variations, on le voit finalement. C'est seulement quand les pentes sont plus élevées, entre 2,6, 3,9, 5% et plus, que la roue légère devient plus performante. Donc, on continue dans le récapitulatif en prenant justement des situations assez fréquentes qu'on peut voir où on va comparer qu'est-ce qui serait préférable à prioriser entre deux types de résistances différentes. Dans ce cas-là, on va comparer un peu si c'est mieux de prioriser la résistance par rapport à la résistance au roulement, donc c'est-à-dire est-ce que des pneus performants veulent avoir une plus grosse différence ou d'acheter des roues aéro, donc des roues profilées pour avoir un gain au niveau de l'aérodynamisme. Donc, c'est un dilemme qu'on voit souvent finalement. Et on va justement le quantifier aujourd'hui. Donc, on part avec une prémisse de départ qu'on a un cycliste justement que lui et son équipement, tout ça, ont une masse de 80 kg. Et justement, lui, son équipement présentement n'est vraiment pas optimisé. Il y a des Continental Gatorskin avec des roues Mavic Open Pro. Donc, des pneus, on l'a déjà vu, résistance au roulement très, très élevée, ainsi que des roues, justement, qui n'ont aucun profil, aucunement aérodynamique, justement, au niveau de la profil de la jante. En plus, 32 rayons ronds, rien d'optimisé là-dessus. Et là, il se dit, est-ce que mon argent, je serais mieux de l'investir à dire, je vais m'acheter des pneus plus haute performance ou des roues plus haute performance, donc des roues aérodynamiques pour gagner un gain aérodynamique ou d'aller chercher des pneus plus haute performance. C'est ce qu'on va regarder. Donc, on va comparer finalement. Disons que le premier cas serait qu'il choisirait plutôt de changer ses pneus. Donc, il va prendre ses Gatorskin et il va les enlever pour mettre des Grands Prix 5000. Et là, justement, le deuxième cas serait plutôt de prendre des roues Mavic, de changer ses Mavic Open Pro pour des Flow 90, des roues 90 mm de profil, mais il garderait ses pneus Continental Gatorskin à la place. Donc, quelle option va lui donner le plus grand gain en performance totale? Là, on va faire une différence, on va faire une modélisation, évidemment, sur le plat, avec une vitesse constante. On arrive justement à différentes vitesses, donc 20, 30 et 40 km/h. S'il a décidé de garder ses Grands Prix, ses Continental Gatorskin et qu'il a décidé de débourser son argent pour s'acheter des roues profilées, donc 90 mm, à 20 km/h, il va avoir, par rapport à son équipement d'origine, il va sauver 2,4 watts, à 30 km/h, 8 watts et à 40 km/h, 19,1 watts. On voit que justement, effectivement, dès qu'on parle d'aérodynamisme, on est exponentiel avec la vitesse. À 20 km/h, c'est vraiment pas une aussi grosse différence qu'on pourrait s'y attendre. À 30, ça commence à être vraiment plus appréciable. Et à 40, là, on voit que c'est beaucoup plus appréciable. Et là, par contre, on va comparer, ce serait quoi les gains qu'il y aurait eu à aller chercher en changeant les pneus, en gardant ses roues hyper de base, mais en mettant des pneus de plus haute qualité. Donc, à 20 km/h,
on peut s'attendre à avoir un gain, dans le fond, de combien de watts par rapport à son setup d'origine? 15,2 watts. Donc, si on regarde, à 20 km/h, on gagne 15,2 watts par rapport au setup d'origine versus acheter des roues qui vont coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, qui vont seulement sauver 2,4. Donc, à ce niveau-là, c'est clair, sans équivoque, que les pneus sont vraiment, vraiment la meilleure option pour le changement. En plus, pas mal moins cher. Mais là, on va continuer parce qu'on le sait que la résistance aérodynamique est exponentielle avec la vitesse, tandis que la résistance au roulement, elle est linéaire. Donc, c'est sûr qu'on va voir l'écart se rétrécir. Mais est-ce qu'on va voir, est-ce qu'un va dépasser l'autre à un moment donné? On va continuer. À 30 km/h, lequel vous pensez qu'il va être le plus efficace? Votre paire de roues aérodynamiques ou votre paire de pneus? C'est encore et de loin les pneus qui donnent 22,8 watts d'avantage versus 8 watts. Et on arrive à 40 km/h, là où l'aérodynamisme est supposé faire la plus grosse différence. 30,5 watts quand même. On voit que l'écart se rétrécit, mais même à 40 km/h, la différence entre un Gator Skin et un Grand Prix 5000 est beaucoup plus grande. Donc le gain est beaucoup plus grand à aller chercher avec ce changement-là que de passer d'une paire de roues super de base à une roue super, vraiment beaucoup optimisée au niveau de l'aérodynamisme. Donc, c'est sûr que là, on prend des exemples un peu extrêmes. C'est de voir un versus l'autre, justement, par rapport à, mettons, ce que vous avez versus ce que vous voulez changer. Mais c'est là qu'on voit que, oui, l'aérodynamisme est important, mais la résistance au roulement fait une énorme différence parce que la résistance au roulement passe presque toute dans la qualité des pneus. Tandis que, oui, l'aérodynamisme est la résistance la plus grande au total, mais qu'ultimement, des roues, même si ça coûte plusieurs milliers de dollars, c'est seulement une petite partie de la résistance aérodynamique totale. Quand on remet les choses en perspective, puis surtout aussi d'un point de vue investissement, pensez à vos pneus aussi. Regardez vos pneus, parce que des roues aérodynamiques avec des Continental, Gator Skin, honnêtement, quand je vois ça, ça me fait toujours un peu sourciller parce que c'est un peu un non-sens. Donc, on continue dans le récapitulatif en faisant des comparaisons avec des scénarios spécifiques. Et là, on va regarder justement, au niveau de l'investissement, qu'est-ce que je devrais prioriser? Est-ce que je devrais prioriser des pneus de haute performance ou d'avoir un vélo ultra léger? Je l'ai dit, l'obsession pour le poids a vraiment une grande place dans le domaine du vélo, beaucoup trop grande à mon avis. Mais là, ce qu'on va faire, c'est justement, comme on sait que la résistance au roulement, elle est linéaire, tout comme la masse, dans le fond, la résistance gravitationnelle. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment comparer, dans le fond, ce serait quoi l'équivalence de perte de masse sur le vélo ou sur le corps d'un changement de pneu. Donc, on prend justement, comme par exemple, quelqu'un qui va passer, je reviens avec mon fameux Gator Skin, versus un Grand Prix 5000. La différence, justement, en termes de résistance au roulement, on peut la calculer. Donc, par exemple, une personne qui aurait un poids de son corps plus tout son équipement de 80 kg, ça représente combien en termes de perte de masse? Combien il faudrait que votre vélo soit plus léger pour équivaloir, dans le fond, la différence de performance entre ces deux pneus-là? On va faire le calcul. Dans une pente de 5%, c'est l'équivalent de 4,8 kg. C'est-à-dire qu'une personne que le cycliste et l'équipement pèsent 80 kg, une personne justement, il roule avec des Gator Skin, s'il met des Grands Prix 5000 et un sac à dos qui pèse 4,8 kg, sa performance est identique. C'est l'équivalent. C'est énorme comme différence. Ça, c'est sur une pente de 5%. On va le voir, plus que la pente augmente, plus que justement l'écart va se rétrécir parce que la vitesse est moins grande. Mais tout de même, si on arrive sur une pente de 10%, c'est l'équivalent de perdre 2,6 kg. Ça, c'est une pente de 10%. 2,6 kg, c'est immense. Un cadre, quand on parle des cadres légers, il y a des cadres qui sont dans les alentours de 750 grammes. Un cadre complet.
Là, on est dans les 2,6 puis 4,8 kg. Combien ça vous coûterait de milliers de dollars à avoir ces pertes de poids-là sur votre vélo? Et ou sinon, combien d'efforts au niveau de la nutrition pour perdre cette masse corporelle-là? C'est immense. Donc, on va prendre des comparaisons peut-être un peu plus, pas réalistes, mais disons ça, c'est des comparaisons un peu plus extrêmes entre un Gator Skin et un Grand Prix 5000 qui est vraiment aux deux opposés finalement du spectre de résistance au roulement. On va prendre un Grand Prix 4000S qui est un pneu qui était un des plus populaires justement, la version juste précédente du Grand Prix 5000. Donc c'est un pneu qui a toujours été reconnu comme étant un pneu de haute performance, super de bon pneu. Donc, juste ce changement-là, qui est beaucoup plus petit finalement. Là. Donc, si on parle d'un pneu de performance à un pneu de haute performance aussi, est-ce que ça fait une si grosse différence que ça, de juste passer d'un 4000 à un 5000? Bien, encore là, avec la différence de coefficient de résistance au roulement qu'on peut trouver sur des sites comme Bicycle Rolling Resistance, on peut le calculer. Et notre même cycliste de 80 kg avec tout son équipement, la différence sur une pente de 5%, c'est l'équivalent de 1,8 kg et sur une pente de 10% de 1 kg. Je répète, juste de passer d'un Grand Prix 4000 à un Grand Prix 5000 sur une pente de 10%, c'est l'équivalent de perdre 1 kg dans une grimpe à haut pourcentage comme 10%. Je répète, 1 kg, il y a beaucoup de câbles qui sont en deçà de ce poids-là. Ça va vous coûter des milliers de dollars d'équipement pour sauver 1 kg. Donc, regardez vos pneus, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis là, je vais même faire une comparaison. Quelqu'un qui va dire, ah, un tube au latex, on l'a dit, ça fait baisser la résistance au roulement. Bien, on va faire la même comparaison. On a deux pneus Grand Prix 5000. Un qui roule avec des tubes de butyle, de caoutchouc butyle, et l'autre qui roule avec des tubes de latex. On l'a dit, ça faisait diminuer la résistance au roulement. À quel point, justement, donc, c'est juste de changer des tubes qui vont revenir, ça ne coûte pas grand-chose, juste deux chambres à air de latex. Ben, c'est l'équivalent de perdre combien de masse? Dans une pente de 5%, c'est 1 kg et 10%, un demi-kilogramme. Juste une paire de tubes au latex va vous donner une équivalence de 1 et 1,5 kg en grimpe. Il n'y a pas un équipement, dans le fond, un changement d'équipement qui va vous faire sauver d'autres. Pour avoir ces changements de poids-là sur d'autres équipements, ça va vous coûter. Il n'y a rien qui va vous coûter à ce prix-là. Ça va tout vous coûter vraiment beaucoup plus cher. Donc, si vous êtes un weight weenie, regardez vos pneus et commencez peut-être à être un CRR weenie. Donc, on arrive dans un récapitulatif. Dans le fond, on va faire un peu un condensé de résumer les 4 forces de résistance qu'on a vraiment évaluées plus en détail dans cette formation-là, c'est-à-dire justement la résistance mécanique, la résistance au roulement, la résistance gravitationnelle ainsi que la résistance aérodynamique. On va regarder chacun de ceux-là pour faire un petit résumé, à savoir parmi ces 4-là, lesquels ou ce que les plus grands gains peuvent être allés chercher dépendant des situations. Et aussi à l'intérieur de chacun de ces résistances-là, quels aspects plus précis sont à prioriser par rapport à d'autres qui vont donner le meilleur coût-bénéfice, finalement les meilleurs gains aussi. Donc, on commence par la perte mécanique. Donc, on l'a dit, perte mécanique va se chiffrer en général entre 4 et 6%. Sur la globalité, c'est probablement celui qui est le moins significatif, c'est-à-dire celui qui va avoir la résistance totale la plus petite. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas là que les plus grands gains à aller chercher. Mais tout de même, au total, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est vraiment à s'y attarder parce que souvent, les gains, dans le fond, qu'on va aller chercher au niveau de la performance ont vraiment d'autres bénéfices. C'est-à-dire, on le disait justement, un lubrifiant de haute qualité, ben, c'est premièrement l'investissement que ça demande est très minime pour les bénéfices que ça va apporter. Et en plus, ben, si on réduit la friction, c'est que non seulement on réduit
dans le fond, la résistance, mais en plus, on augmente la durée de vie de la chaîne. Donc, de là à dire justement, ça, c'est un cas que, quand on parle souvent de haute performance, on dit, OK, ça coûte cher, c'est pas un investissement, ça coûte beaucoup d'argent, la performance. Là, c'est un cas que d'avoir quelque chose de haute performance devient souvent un choix en plus économique. Donc, on a dit, qu'est-ce qui peut faire les plus grosses différences? Le gros de la résistance mécanique se passe dans la chaîne. Donc, un lubrifiant de qualité, c'est pas mal le meilleur investissement justement qu'on peut se donner pour la perte mécanique. Et aussi, ben là, un investissement qui est complètement gratuit, c'est d'avoir des engrenages qui vont être propres. Quel est, on a dit, un des investissements qui vaut le moins la peine dans la perte mécanique? Ben, on l'a dit, tout ce qui est roulement de haute qualité, quoi que ce soit, c'est très, 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 très minime comme différence pour des coûts qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, justement, comme je disais, les cages de dérailleur surdimensionnés, qui, à mon avis, sont le pire investissement. C'est une des, dans le fond, des composantes de Tokawa qui coûte le plus cher par rapport à son réel rendement, qui est souvent nul, qui est même pas, qui va avoir des microscopiques bénéfices en quelque part, mais mais finalement avoir d'autres pertes ailleurs qui vont être aussi pires. Donc, c'est ça au niveau de la perte mécanique. Donc, une chaîne bien propre, bien lubrifiée. On continue justement avec la résistance au roulement. Ça, on l'a vu, ça, il y a des gros gains à aller chercher avec une résistance au roulement plus basse. Ça se passe surtout dans les pneus. Des pneus de haute qualité, ça fait une très, très grande différence. Puis aussi, quelqu'un qui va dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un cycliste si puissant que ça devient doublement plus important parce que plus on va lentement, plus la résistance au roulement dans le fond des pneus va prendre un plus grand pourcentage de la résistance totale. Des pneus de qualité, justement, ce n'est pas un gros investissement par rapport à la performance que ça va donner. C'est incroyable. Et aussi, un deuxième aspect qui est vraiment, vraiment, vraiment pas coûteux, qui va être, à mon avis, je l'ai dit, le meilleur rapport de watts sauvés par dollar, c'est des chambres à air au latex. On l'a vu aussi, les tubeless vont être une belle option, mais si vous vous roulez avec des chambres à air en caoutchouc butyl, puis vous voulez une augmentation de performance qui est pas, non, c'est pas des différences de 40 watts, mais pour le faible coût que ça va donner, c'est un des meilleurs rapports en fond augmentation de performance par dollar investi. Et encore là, un truc gratuit, vérifiez votre pression dans les pneus. Les pneus en général et surtout la pression des pneus, je dis tout le temps, c'est probablement la chose la plus importante à laquelle vous ne portez pas d'attention. C'est vraiment là, c'est sous-estimé la pression, la qualité des pneus. Donc, portez-y vraiment une attention particulière. On continue justement la résistance gravitationnelle. On l'a vu, oui, c'est surtout dans les graines que ça fait une différence. Sur le plat ou quoi que ce soit, ça fait augmenter la résistance au roulement. Oui, l'accélération est moins grande, mais c'est dans le fond, l'attention qu'on donne au poids du vélo général est souvent disproportionnée par rapport au réel bénéfice. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut le ramener dans son ensemble. Souvent, on a tendance à dire, ah, wow, mon vélo est 500 grammes plus léger. Ça paraît élevé parce qu'on prend le vélo et on le ressent. Et ça, c'est un biais finalement qu'on a parce que ce qu'on ressent, on a souvent tendance à lui donner une importance disproportionnée. Mais il faut faire le calcul finalement. 500 grammes, peut-être que c'est 10%, 500 grammes, disons, peut-être que c'est 5% du poids du vélo total, mais ultimement, c'est peut-être un 3/4 ou un demi% du poids de l'ensemble. Donc, à chaque perte de poids, il faut arrêter de le voir comme un pourcentage du poids du vélo. Il faut le voir comme un pourcentage du poids de l'ensemble. Donc, c'est là que c'est toujours que des petits gains sur le vélo, qui paraissent grands sur le vélo parce qu'on est capable de le ressentir. Dans sa globalité, c'est souvent minime, donc ça va donner une résultante, dans le fond, une augmentation qui va être très minime. Donc, oui, d'avoir un vélo plus léger, il n'y a aucun désavantage. C'est
c'est plus performant, si on veut. Tant que non plus, ça ne devient pas en contradiction, que ça ne rentre pas en contraste ou que ça ne devient pas handicapé finalement une autre résistance. Comme je disais, au niveau des roues légères, c'est beau, mais pas si on met de côté l'aérodynamisme. Des roues aéro versus des roues légères, on l'a vu, dans la quasi-totalité des cas, prioriser l'aérodynamisme, même si la roue est plus lourde, va être plus performant qu'une roue hyper légère. Donc, ça, c'est pour la résistance gravitationnelle. Ensuite, la traînée aérodynamique. On l'a vu, c'est la plus grande force de résistance totale dès qu'on arrive à plus de 15-20 km/h. Donc, c'est là que les gains sont souvent les plus grands qu'on peut aller chercher. Et encore là, au niveau des gains, où est-ce qu'on peut aller les chercher? Souvent, quand on parle de, justement, aérodynamisme, on pense cadre aéro, roue profilée. Mais ultimement, oui, ces deux facteurs-là vont faire une bonne différence, une grosse différence, mais aussi sont très coûteux. Et ce sont même pas nécessairement là les plus grands. On l'a vu, c'est le corps la plus grosse résistance à la traînée aérodynamique. Donc, la position fait une différence plus grande que n'importe quelle paire de roues ou cadre sur la traînée aérodynamique, ainsi que les vêtements. On l'a vu, des vêtements ajustés versus des vêtements lousses, ça fait une plus grosse différence qu'un cadre puis des roues réunis ensemble potentiellement. Donc, avant de dépasser des milliers de dollars pour les roues, oui, des roues aérodynamiques, un cadre aérodynamique, il y a des gains appréciables à aller chercher là, mais si on oublie la base, les choses qui sont justement, qui font des différences, tant qu'à moi, encore plus massives, pour en plus un investissement qui est moins grand, c'est là qu'il faut reprioriser les choses. En terminant, merci infiniment pour votre participation à cette formation en ligne Masterclass en optimisation cycliste. J'espère que ce que vous avez appris était à la hauteur de vos attentes. Et aussi, je vous dis, restez à l'affût parce que au fur et à mesure, dans le temps, oui, il va y avoir encore plus de matériel qui va soit s'ajouter au Masterclass ou aussi qu'il va y avoir d'autres formations qui vont être disponibles en ligne. Donc, restez à l'affût pour ça. Mais aussi, si vous avez aimé cette formation en ligne-là, sachez que si vous êtes intéressé à l'offrir, que ce soit dans un groupe cycliste, un club, que vous êtes un entraîneur ou quoi que ce soit, que vous aimeriez avoir un condensé de cette masterclass-là en format conférence de 1 heure, 1h30, 2 heures avec interaction, que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est possible. Vous avez juste à me contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et pour finaliser, je vous dis encore merci.